Aujourd'hui c'est la Big Info, et la Big Info c'est spécial rugby. Donc c'est parti pour la Big Info spécial rugby, donc on va parler en premier du top 14. Dans le top 14, vous le savez, donc c'est le championnat de France de rugby. Donc il y a aussi la Pro D2 qui est professionnelle, sachez-le, mais on va s'intéresser d'abord au championnat numéro 1 français, le top 14, donc 14 meilleures équipes de rugby françaises. Donc il y a La Rochelle, autrement appelé Stade Rochelet, Clermont, Auvergne, Bordeaux-Bègles, donc la fusion entre Bordeaux et Bègles, donc les deux villes pour le rugby, le Castres Olympique, le Toulon, rugby, le Racing Club 92, autrement dit c'est le club du nord de Paris, le Stade Toulousain, Brive, le Stade Français, mais pourtant c'est pas la France, mais c'est Paris, donc ça s'appelle Stade Français, le Stade Palois, ou alors Pau, il y a plusieurs noms, Montpellier Rugby, Oyonnax, Grenoble et Agen 15. Donc c'est les clubs qui forment cette saison les 14 meilleurs clubs français. Donc il faut savoir que le champion en titre c'est Paris. Ils ont gagné le titre face à Clermont, qui Clermont a une petite histoire, c'est que c'est le plus de clubs, c'est le club français pardon, qui a le plus de perdus de matchs en finale. Voilà, ils ont été quand même champions une fois. C'était face à Perpignan, face à l'USAP, qui avait battu justement Clermont la saison d'avant, et la saison d'après, Clermont s'était vengé et a battu l'USAP en finale. Donc c'était en 2010, puisque Perpignan était champion de France en 2009. Donc là, je vous montre, donc vous voyez, c'est le championnat de France cette année de 2015 et 2016. Je vous donnez pourquoi je vous montre les matchs aller, parce qu'il y a pas mal de matchs. Donc vous avez vu, il y a une petite coupure entre le samedi 12 septembre et le samedi 19 octobre. C'est normal, c'est parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et donc il y a un mois de coupure parce qu'il y a les matchs de poule. Et donc les joueurs qui ont joué les matchs de poule vont revenir et qui ont été éliminés pardon, en match de poule, les équipes en Coupe du Monde vont pouvoir revenir et jouer dans leur club. Notamment je pense à des joueurs par exemple, d'un Pro D2 qui sont des Fidjiens, des Tongiens ou des Samoans, ils pourront rejouer, même si je crois qu'il y a quand même 2 semaines d'intervalle, donc ils pourront jouer d'ici la mi-octobre. Mais le plus intéressant dans cette histoire surtout, c'est que maintenant vous le savez, il y a des barrages. Et il y a les demi-finales. Les barrages se jouent dans l'équipe qui reçoit. Donc par exemple si dans les barrages Toulouse doit recevoir, ben, ils recevront le stade Ernest Vallon, qui est le stade de rugby de Toulouse. Ou alors dans le stade de foot qui est un peu plus grand. Et donc les demi-finales se jouent sur un terrain neutre, et vous le voyez, la grande finale se joue au Camp Nou. Oui, au Camp Nou, le stade du FC Barcelone, nous sommes dit le plus grand stade d'Europe, accueillera la finale du top 14 cette saison. Donc ça sera le 24 juin 2016, ça sera donc le top 14 qui finira sa saison au Camp Nou. Donc ça s'annonce vraiment exceptionnel. Et puis moi je pense surtout que si, enfin, s'il y a eu cette finale à Barcelone, c'est pas pour rien. Premièrement parce que Barcelone, ils essaient de mettre plusieurs matchs de rugby. Il y a Toulon qui a voulu jouer, il y a Perpignan forcément qui a voulu jouer, mais ils n'auraient pas trouvé une date. Et là, vu qu'il y aura l'Euro 2016, c'est pour ça que ça se joue pas à Stade de France d'ailleurs, parce qu'il y aura l'Euro 2016 à cette date-là. Donc, à Barcelone, au stade de FC Barcelone, au Camp Nou, plus de 85 000 places, à peu près 86 000. Il y aura une grande finale, la finale de top 14, donc ça sera le vendredi 24 juin. Et donc, comme je disais, l'anecdote, c'est parce qu'il y a l'Euro, donc il y a pas, c'est pas possible que ce soit en France. Donc voilà, c'était déjà des fois des matchs délocalisés en Belgique, des fois même en Italie. Il y a eu un match aussi en Suisse ou un pays étranger. Et donc cette fois-ci, c'est carrément en Espagne. Donc c'est le top 14. Voilà, en Pro D2, je pense aussi à l'USAP. On verra s'ils vont remonter. Il y a des clubs comme le Loup, le Lyon Olympique Universitaire qui sont descendus, qui ont la volonté de remonter, comme Carcassonne, Narbonne aussi, qui sont des très grands clubs aussi de Pro D2. Il y a Béziers, je ne peux pas tous les citer, il y a plein de clubs. Et donc en Pro D2, par contre, le système, c'est le premier monte automatiquement, et pour le deuxième, qui doit monter, il doit faire des demi-finales entre le deuxième qui affronte le cinquième, le troisième affronte le quatrième, et les gagnants s'affrontent, et le gagnant en finale gagne le droit de monter à top 14, sachant que le champion ce n'est que le premier, donc il gagne juste le droit de monter en top 14. Voilà. D'ailleurs cette année les clubs qui sont montés, si je ne me trompe pas, il y a donc il y avait Oyonnax qui était monté l'année dernière, et je me souviens plus, il y a Bordeaux-Bègles qui était déjà là, donc il y a, et je me souviens plus qui c'est qui est monté, je crois qu'il y a, oui, il y a Pau. C'est Pau et Grenoble, oui, et en plus ils s'affrontent, là je vois le 25 samedi 28 mai 2016. Donc on passe directement à l'événement de cette rentrée. C'est la Coupe du Monde 2015 qui se joue en Angleterre. Et justement, l'Angleterre, les pauvres, vous allez voir ce qui se passe. Donc au moment où je fais cette vidéo, on connaît les quarts de finale. Donc je vais vous dire dans un instant les quarts de finale, les plus beaux statistiques, les plus grandes possibilités. Et puis après la Coupe du Monde, on passera au JO de Rio 2016. Pourquoi on passera au JO de Rio 2016 et au JO de Paris aussi. J'en parlerai dans la Little Info. Pourquoi?
puisque notamment il y aura le retour du rugby, mais du rugby à 7. Allez, tout de suite. Donc le thème maintenant, c'est la Coupe du Monde en Angleterre, la Coupe du Monde de rugby en 2015, donc en Angleterre. L'Angleterre d'ailleurs, ça je pense que vous l'avez tous vu, a été éliminée donc, de sa propre Coupe du Monde. C'est la première équipe de l'histoire de la Coupe du Monde de rugby professionnelle à avoir été éliminée dès les phases de poule pour un pays organisateur. Mais on va d'abord passer aux chiffres, notamment que la Coupe du Monde a été créée donc pour la première fois, c'était en 1987 qu'elle a été créée et la première année de la Coupe du Monde. C'était le pays organisateur de la toute première Coupe du Monde, c'était l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc c'était co-organisateurs les deux pays. L'Australie d'ailleurs qui a gagné 2 fois la Coupe du Monde en 91 et en 99, donc c'est la meilleure équipe des années 90, on peut dire ça comme ça. La Nouvelle-Zélande qui a gagné aussi 2 fois, en 2011 et en 1987, donc ils ont gagné la dernière Coupe du Monde en 2011, donc c'est la dernière, et la toute première en 87. L'Afrique du Sud a aussi gagné, c'était en 95, et l'Angleterre en 2003. Et je vois aussi que c'est en 2007, donc je crois que l'Afrique du Sud a gagné aussi 2 fois. La France, il faut le savoir, est dit comme étant le 5 meilleur pays de rugby au monde, sachant qu'ils vont peut-être passer quatrième, puisque le quatrième c'était l'Angleterre, et l'Irlande est dit comme étant le 6e. Donc les classements mondiaux vont changer. Donc, normalement, pour l'instant, c'est la Nouvelle-Zélande le meilleur pays de rugby au monde. Le deuxième, c'est l'Australie. Le troisième, l'Afrique du Sud. Le quatrième était l'Angleterre. Le cinquième, la France. Et le sixième, l'Irlande. Mais vu le résultat de l'Angleterre et vu que la France a perdu face à l'Irlande et que l'Irlande a plus de chances de se qualifier que la France, autant dire que le classement mondial des équipes risque de changer. Donc je vous rappelle aussi les poules qu'il y avait. Il y avait l'Angleterre pour la poule A avec l'Australie, le Pays de Galles et le Fidji et l'Uruguay. L'Uruguay, les pauvres qui ont pris la poche chère. Les Fidjiens se sont mis dans une poule très difficile. Et l'Angleterre, l'Australie et le Pays de Galles qui avaient, disons, une poule tous les trois où ils pouvaient se qualifier. Donc il n'y a que 2 places. Et donc le premier et le deuxième, sachant que le premier, c'est la meilleure place, bien sûr. Et donc vous le savez tous, maintenant c'est l'Australie qui s'est qualifiée en tant que premier. Et le Pays de Galles deuxième grâce au fait que le Pays de Galles a battu notamment l'Angleterre et qu'ils ont battu le Fidji et ils ont battu l'Uruguay. Ils ont seulement perdu face à l'Australie. Donc très belle Coupe du Monde pour l'instant pour le Pays de Galles et pour l'Australie, en tout cas pour leur poule. Je rappelle aussi pour la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde William Webb Ellis. Ils appellent ça le William Webb Ellis Trophy, puisque William Webb Ellis, c'est celui qui a créé la Coupe du Monde, qui a créé le rugby, voilà, qui a créé le rugby en 1823. Et quand ils ont créé la Coupe du Monde, ils ont mis son nom à son image. Je pense à ça parce que j'ai vu la cérémonie d'ouverture et ils avaient rendu notamment hommage à la création du rugby par ce jeune homme. À l'époque, il avait à peine 17 ans qu'il avait créé ce sport. Donc comme quoi, voilà, tout le monde disait que c'était une connerie, que c'était un fou. Et du coup, maintenant, c'est devenu un sport professionnel. C'est devenu le deuxième sport au monde, quoi, officiellement, après le foot, qui est le premier sport au monde. Alors, il faut savoir aussi ce qu'on va parler maintenant de la poule B. On va parler donc notamment de la poule avec l'Afrique du Sud, l'Écosse, le Japon, les Samoa et les USA, donc les États-Unis. Et bien sûr, comment ne pas parler de la exceptionnelle performance des Japonais qui ont gagné 3 matchs. Je voyais même le résumé encore aujourd'hui que le capitaine du Japon était en pleurs, il voulait à tout prix se qualifier. L'Écosse, oui, malheureusement, en battant les Samoa avec le point de bonus offensif, en gagnant le point de bonus offensif pardon, sur le match précédent, ont réussi à éliminer le Japon à 1 point près. Donc c'était vraiment pas passé loin pour les Japonais qui ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ils ont fait notamment un très très gros match en battant l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud qui est quand même une des meilleures équipes du monde avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils ont réussi à les battre, notamment avec le match où ils perdaient. Et à la 83e minute, il marque un essai qui leur permet de revenir à égalité. Et puis le buteur japonais met la transformation qui leur permet non seulement de passer de 32 à 32, mais passer carrément à 34-32 à la 83e minute. C'est-à-dire que s'il la mettait pas, il y avait égalité. Et s'il la mettait, il gagnait l'Afrique du Sud. Et vous connaissez donc l'histoire, ils ont gagné l'Afrique du Sud. C'est la première fois qu'un pays qui était dit faible, et surtout un pays asiatique, qui batte une grande équipe du Sud. Donc c'est vous dire la performance exceptionnelle des Japonais. Et les Japonais, justement, si j'en parle aussi, c'est pas pour rien. C'est parce que les Japonais vont accueillir la prochaine Coupe du Monde. La Coupe du Monde en 2019. Donc la Coupe du Monde, c'est comme au foot, c'est tous les 4 ans. Et ça sera donc en 2019 et ça sera au Japon. Voilà, donc ça sera la première Coupe du Monde de rugby en Asie. Et donc au Japon, ça sera très attendu, à mon avis, par les amis japonais qui vont espérer pour la première fois se qualifier en quart de finale pour la prochaine Coupe du Monde. Et on retourne du côté sud-africain pour parler du meilleur marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Non, ce n'est plus John Alomou, puisque John Alomou a vu son record tomber. John Alomou qui est une légende de rugby, tout le monde le connaît, je pense, pour ceux qui connaissent le rugby. Eh bien, son record de 15 essais en Coupe du Monde a été battu notamment par Bryan Habana. C'est pas notamment, ça a été battu par lui, pardon, c'est pas par quelqu'un d'autre, c'est Bryan Habana qui a battu le record
en marquant, donc je crois il est né à 16 essais, donc déjà un essai de plus que John Alomou, et sachant que l'Afrique du Sud est encore qualifiée, donc il peut encore continuer à battre ce record, il a encore quelques matchs pour améliorer son propre record, donc Bryan Habana est donc le meilleur joueur qui a marqué le plus d'essais en Coupe du Monde, donc en participant à plusieurs Coupes du Monde, parce qu'il a fait la Coupe du Monde 2007, la Coupe du Monde 2011. Je ne sais pas s'il était là en 2003, mais je sais que c'est minimum sa troisième Coupe du Monde. Donc, en tout cas, le meilleur marqueur d'essai de l'histoire de les Coupes du Monde, c'est le Sud-Africain Bryan Habana, qui est passé notamment par le RC Toulon, donc le rugby club toulonnais. Et je crois qu'il y est toujours d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et donc, nouveau record aussi pour cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde a vu 96 pays de rugby qui ont voulu participer à la Coupe du Monde. Au final, il ne reste que 20 qui se partageaient, donc 5 par poule. Mais avant, il y avait 91, par exemple en 2003, 92 en 2007, 93 pays qui ont essayé de se qualifier pour la Coupe du Monde 2011, pour la Coupe du Monde 2011, et 96 pour la Coupe du Monde 2015. Donc il y a de plus en plus de pays qui se mettent au rugby, forcément. Je pense pas que, comme vous avez vu, la Namibie, la Géorgie ou la Roumanie n'ont pas les mêmes niveaux que les grosses équipes comme la France, l'Angleterre ou le Nouvelle-Zélande, etc. Mais au moins, ça fait plaisir que des petits pays se mettent de plus en plus au rugby, comme on voit le Japon, voilà, qui ont fait des choses incroyables. Les Samoans qui se sont réveillés à la fin, ou même les Canadiens et les Italiens qui ont très bien résisté face aux Français et aux Irlandais. Et donc c'est très bien que des pays, même à l'époque, l'Argentine, les époques des années 90, l'Argentine c'était comme le Japon de maintenant, ils étaient complètement nuls, tout le monde disait qu'ils étaient nuls, et maintenant ils font une très très grosse équipe, qui sont même favoris pour être en demi-finale. Certains disent qu'ils arriveront à battre l'Irlande, pardon, excuse-moi, et moi je suis de ceux qui pensent que l'Argentine va battre l'Irlande. Voilà, donc ça c'est pour la poule B, on va pas rester 10 ans sur la poule B. Il y a aussi dans la poule, c'est justement l'Argentine, la Géorgie, la Namibie, la Nouvelle-Zélande et les Tonga. Donc, là, vous avez vu, la Nouvelle-Zélande se qualifie en tant que premier. Et j'ai oublié de dire pour la poule B, c'est l'Afrique du Sud qui se qualifie en tant que premier et l'Écosse en tant que deuxième. Donc, on sait déjà que le premier quart de finale, ça sera Afrique du Sud, Pays de Galles, c'est le samedi, c'est le premier match de quart de finale. Et puis ensuite, Australie, Écosse. Autant dire que pour moi, l'Australie va se qualifier. Mais Afrique du Sud, Pays de Galles, ça par contre, ça va être tout autre chose. C'est un match plus serré, mais pour l'Écosse qui a déjà du mal à se qualifier, j'ai peu de chance pour les Écossais. Mais attention, par contre, côté sud-africain et gallois, ça va être très très chaud. Ensuite, donc il y a donc Argentine, Géorgie, Namibie, Nouvelle-Zélande, Tonga. Bon, mais cette poule, il n'y a pas eu photo. L'Argentine et la Nouvelle-Zélande ont surdominé cette poule. L'Argentine a failli faire chuter d'ailleurs dans le premier match entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Ils ont failli les faire chuter puisqu'ils ont dominé le match pendant 60 points, pendant 60 minutes, pardon. Pendant 60 minutes, l'Argentine était au score, devant la Nouvelle-Zélande. Donc ceux qui disent que l'Argentine est une équipe plus faible que l'Irlande, je ne vous crois pas. Puisque gagner avec 6 points d'avance devant les All Blacks pendant 1 heure, il faut vraiment le faire. Surtout qu'ils ont perdu que de 15 points à la fin. C'était le match d'ouverture. Les All Blacks avaient très bien joué, l'Argentine aussi. Moi je dis que l'Argentine peut battre l'Irlande. Et justement, on va passer maintenant à la poule D, la poule de l'équipe de France. La poule avec la France, donc l'Irlande, le Canada, l'Italie, la Roumanie. Et donc cette défaite donc de l'équipe de France tout récemment, qui donc fait que malheureusement, on peut dire ça comme ça, malheureusement la France va tomber contre les All Blacks samedi prochain. Donc ce samedi-là, il y aura France-Irlande. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à regarder non seulement les vidéos de la Black Team sur le thème de rugby, mais aussi à la télé, parce que c'était 13 millions à la télé, c'est quand même énorme. La dernière fois qu'il y a ça, généralement c'est une demi-finale ou au quart de finale. Là c'est carrément un match de poule et ils étaient aussi nombreux. Moi ça me fait plaisir, parce que ça fait plaisir que les gens s'intéressent autant au rugby. Et donc la France et l'Irlande qui ont un point commun, c'est qu'ils ont gagné le Canada, l'Italie, la Roumanie, donc ils ont gagné tous leurs matchs. Et après finalement la France, quand il y a eu France-Irlande, on a vu l'Irlande a pris le dessus en gagnant avec quasiment 15 points d'avance. Donc le France All Black, bien sûr les All Blacks sont favoris, bien sûr que les All Blacks ont plus de chances de gagner, mais attention, on a déjà réussi à les battre. On l'a déjà fait un match amical, on l'a déjà fait un match officiel. Donc si on l'a déjà fait, on peut le refaire. Parce que je me souvenez-vous donc du match en 2007, quart de finale de la Coupe du Monde, on avait une défense incroyable, on n'avait pas fait de faute. C'est le point commun qu'il faut retenir. S'il y a bien un point commun qu'il faut retenir entre 2007 et 2015, on n'avait pas fait de faute, parce que même si on a mal attaqué face à l'Irlande, parce qu'on n'a pas réussi à marquer de points, on n'a pas réussi à marquer d'essais, donc quand on marque pas d'essais, c'est qu'on a du mal à attaquer. Mais en tout cas en 2007, on avait une défense incroyable, on avait fait que 2 fautes qui avait permis aux Nouvelle-Zélande de marquer seulement 2 pénalités.
Donc 2 pénalités au point fait que des fautes dans notre camp, parce que quand c'est dans leur camp, c'est moins dangereux. Mais dans notre camp, on n'a fait que 2 pénalités qui leur avaient permis de marquer que 6 points. Et d'autres points dans le match, mais 6 points au pied, je veux dire. Et justement, France-Irlande, on leur a laissé que donc c'est 9 points, donc seulement une faute de plus. Autant dire qu'on fait pas beaucoup de fautes. Si on reste aussi bon en défense et que Bastaro ne loupe pas son plaquage comme il a fait, qui a causé un peu l'essai, mais bon, d'habitude il était bon, il faudra juste qu'il se ressaisisse. Et que on retrouve notre niveau d'attaque, moi je dis, un peu battre les All Blacks, c'est faisable. Et bien sûr, il y aura aussi un Irlande-Argentine qui promet très très gros match. Irlande-Argentine qui va donc arriver. Irlande-Argentine, par contre, ça sera le dimanche. Donc il y a, je résume, donc les quarts de finale, vous allez le voir à l'écran. Il y a donc Afrique du Sud, Pays de Galles, ça c'est un premier. Ensuite, France, Nouvelle-Zélande, qui suit ensuite Australie, Écosse, pour terminer avec un Argentine, Irlande. Donc ça promet. Mais sur les demi-finales, ça sera le week-end d'après, et la finale le week-end encore après, sachant qu'il y a la petite finale pour savoir qui sera le troisième de la Coupe du Monde. C'est un lot de consolation, on va dire. Le troisième de la Coupe du Monde, il n'y a rien à gagner à part une petite médaille de bronze. Donc je regarde mes petites anecdotes. Donc aussi pour dire la différence entre le top 14 qu'on a parlé il y a quelques instants et la Coupe du Monde, notamment c'est ça. C'est le moyen pour avoir le point bonus offensif. Donc pour avoir le point bonus offensif à la Coupe du Monde de rugby et au rugby international, par exemple la Coupe d'Europe, il faut marquer 4 essais. Donc 4 essais et transformés ou pas, mais 4 essais pour avoir le point de bonus offensif. Sachant que pour le bonus offensif, c'est seulement un point en plus, mais généralement il est accompagné d'une victoire. Donc une victoire c'est 4 points, un match nul c'est 2 points, une défaite c'est forcément 0. Et le point de bonus offensif c'est un point en plus, et le point de bonus défensif c'est un point aussi. Le point de bonus défensif, c'est quand on perd avec 7 points ou moins de 7 points par rapport à l'adversaire. Et donc pour le point de bonus offensif en France, c'est différent, puisqu'il faut marquer seulement 3 essais, pas de plus, mais 3 essais d'écart. C'est-à-dire que si par exemple je sais pas, l'USAP marque 4 essais et que l'autre club en marque 1, et bien ils ont le point de bonus offensif. Par contre, si l'autre club, si l'USAP a marqué 4 et que le club a marqué 2, et bien il gagnera peut-être le match, mais il marquera pas le point de bonus offensif. Voilà. Donc c'est pour vous expliquer les petites différences entre le rugby international et le rugby français. Donc vous avez vu le top 14, vous avez vu la Coupe du Monde. Maintenant, on va s'intéresser dans quelques instants aux Jeux Olympiques, puisque je vais donc chercher des petites infos sur le rugby à 7, qui sera le seul rugby qui sera au JO de Rio. Et donc je termine avec cette petite anecdote justement par rapport au rugby à 15. Le rugby à 15 était pourtant présent aux Jeux Olympiques, puisqu'il était présent de 1900 à 1924. Le rugby à 15, je précise bien, était donc présent aux Jeux Olympiques de 1900 à 1924, mais il a été retiré, sachant qu'il n'y a pas eu je précise, il n'y a pas eu de JO entre 1914 et 1918. Ça, je pense que tout le monde le savait un peu, dû à la guerre mondiale. Donc, il y a eu seulement peut-être, je sais pas si c'est un ou deux années olympiques qui ont été annulées du fait qu'il y avait la Première Guerre mondiale. Mais donc, les Jeux Olympiques étaient présents. Aux Jeux Olympiques étaient présents, donc le rugby à 15, et à partir de 1924, ça s'est arrêté. Et là, pour la première fois, en 2016, le retour du rugby, mais ça sera le rugby à 7. Donc, vous allez voir dans un instant, on va parler donc de ça, et on va parler aussi de la France qui va essayer d'accueillir les JO de 2024. Donc, on va voir toutes les petites news qu'on a, c'est dans quelques instants, dans la Little Info, avec aussi une petite anecdote. A tout de suite. Donc on part de suite pour la Little Info. Donc on va partir tout de suite sur Paris 2024, ville candidate. Donc ça sera peut-être que les Jeux vont se passer en France en 2024. Il faudra voir ça. La fin des candidatures c'est d'ici 2016, donc on verra si la France fait partie des villes sélectionnées pour être possiblement les autres des JO 2024. Rappelons, ça fait plus de 40 ans qu'il n'y a pas eu de JO en France. 2016, c'est les JO de Rio, notamment pour parler de rugby à 7, parce que le rugby à 7 notamment est originaire de l'Écosse et n'est pas originaire d'Angleterre, contrairement à ce qu'on pense. Le rugby à 15 et le rugby à 13, oui, mais le rugby à 7, c'est originaire de l'Écosse. Donc ça va être un sport olympique pour la première fois en 2016. Le rugby à 15 a été, lui, déjà un sport olympique, comme je vous ai dit précédemment, mais le rugby à 7, jamais. Donc ça sera pour la première fois en 2016. La première Coupe du Monde de rugby à 7 a eu lieu en 1993 à Édimbourg, donc en Écosse. Et il n'y a pas 20 équipes, mais 24 équipes engagées pour le rugby à 7. Et surtout, ce qu'on peut dire, et ça c'est... On s'en doutait un peu, le rugby à 7 mondial est surdominé par la Nouvelle-Zélande, qui est championne du monde en titre, et qui a gagné toutes les Coupes du Monde masculines, et qui a gagné toutes les Coupes du Monde féminines. C'est simple, ils ont laissé des miettes à personne, ils surdominent ce domaine.
En gros, s'ils n'ont pas la médaille d'or au JO de Rio 2016, c'est qu'il y a un problème. Et la France peut avoir une médaille de bronze ou d'argent, puisqu'ils ont quand même championne d'Europe en titre en 2013 et en 2014. Je n'ai malheureusement pas les chiffres de 2015. Alors maintenant, on va parler directement des différences entre le rugby à 15 et le rugby à 7. Notamment celle-ci, les mêlées ne se font pas à 8 joueurs comme au 15, mais à 3 joueurs. Donc la composition de l'équipe, c'est celle-ci. Il y a deux piliers, donc un pilier droit, un pilier gauche, un talonneur, qui est donc entre le pilier droit et le pilier gauche, un demi de mêlée, un demi d'ouverture, non pas un demi de couverture, comme il m'avait dit sur le site, il m'a marqué demi de couverture, ils sont un peu idiots sur le bord. Un centre et un ailier arrière, appelé ailier arrière. Alors, je ne sais pas si c'est ailier ou arrière, ou ailier arrière. Voilà. En tout cas, ça fait 7 joueurs. Les mi-temps ne font pas 2 fois 40 minutes comme le rugby à 15, mais 2 fois 7 minutes. Donc ça fait un match environ d'une quinzaine de minutes, c'est pas très long. Et les prolongations ne font pas 10 fois 2 fois 10 minutes, pardon, non, pas 10 fois, ne font pas 2 fois 10 minutes, mais 2 fois 5 minutes. Donc c'est assez court. C'est sûrement pour ça que ça a été pris pour les JO, parce que c'est nouveau, parce que c'est court et parce que c'est du rugby, et que le rugby c'est devenu un sport de plus en plus populaire, même s'ils ont quand même du boulot pour être au même stade que le basket, au handball ou encore le football, bien sûr. Il y a quand même encore des différences, comme au rugby. Vous savez très bien que quand quelqu'un prend un jaune, il sort du terrain. Eh bien, au rugby à 15, c'est 10 minutes et au rugby à 7, c'est seulement 2 minutes. Mais vu que les matchs sont plus courts, on peut comprendre. Donc, c'est assez handicapant de se trouver à 6 contre 7, surtout quand c'est 2 minutes et que les matchs durent que 7. Donc, autant dire que celui qui prend un carton jaune, il fait mal à son équipe. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la France est double championne d'Europe en titre. Et attention, parce qu'il y a aussi des équipes comme le Portugal qui a été champion plusieurs fois au début des années 2000. L'Angleterre aussi a été champion. L'Espagne a été plusieurs fois finaliste. Autant dire que les petites équipes, dans le rugby à 7, on est pas mal et donc je rappelle quand même qu'on est qualifié pour les Jeux Olympiques, donc ça promet. Moi je vais suivre sûrement cette équipe de France pour le rugby à 7. Alors je préviens un peu, j'accélère simplement parce que j'ai déjà fait cette little info et elle a duré 13 minutes, donc je vais essayer de la faire un peu plus courte. Notamment on va parler maintenant des anecdotes, donc on passe maintenant à la partie anecdotes avec on va retourner en France. On va pas parler, avant de parler des pays, on va parler de Perpignan, voilà, de l'USAP. Donc l'USAP, vous savez, ça veut dire Union Sportive Arlequin Perpignan. Et pourquoi les Arlequins? Parce que dans les années 20, de 1910 à 1920, les joueurs de Perpignan étaient propriétaires de leur maillot. C'est-à-dire que comme ils étaient assez pauvres, eh bien, ils étaient propriétaires de leur maillot. Donc s'il était déchiré, eh ils se débrouillaient, ils revenaient dans le match avec le maillot déchiré. Forcément, pour éviter qu'il soit déchiré, ils le recousaient, donc ils faisaient recoudre. Le problème, comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils devaient prendre des morceaux de tissu qui étaient plusieurs fois, et c'est arrivé assez souvent, qu'ils n'étaient pas de la même couleur. Du coup, ils se trouvaient avec un maillot rouge, enfin, on appelle ça les sang et or, donc rouge et jaune. À l'époque aussi, il faut savoir, on dit pourquoi l'USAP joue maintenant avec un maillot bleu. C'est justement à l'époque, l'USAP jouait avec un maillot bleu. Voilà. Pourtant, ça ne fait pas partie des couleurs, mais il jouait avec un maillot bleu. Je n'ai pas trouvé la raison pourquoi. Peut-être ça fait partie des couleurs catalanes, je ne sais pas, ou les couleurs de la ville. Peut-être c'est très bien caché, mais il y a du bleu en tout cas, apparemment. Et donc, ils se trouvaient donc avec un maillot de plusieurs couleurs, dû au fait qu'ils étaient toujours en train de le recoudre et ils étaient propriétaires de leur maillot, donc ils se débrouillaient eux-mêmes. Donc, ils se trouvaient avec des maillots qui ressemblaient plus à un arlequin qu'à autre chose. Donc, du coup, d'où le surnom arlequin qui est resté. Donc, d'où l'USAP, Union Sportive Arlequin, Perpignan. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait deux clubs différents qui ont fusionné pour en faire un seul. On va terminer maintenant avec les anecdotes des pays, notamment l'anecdote du pays de Galles qui est assez intéressante. Notamment, pourquoi on appelle ça le 15 du poireau? Alors, on appelle ça du 15 du poireau, puisque à l'époque, quand le pays de Galles affrontait l'Angleterre, parce que c'était des équipes qui étaient quand même c'est pas très éloigné, c'est voisin, le pays de Galles et l'Angleterre, le capitaine était assez fou, le capitaine gallois, puisque à côté du terrain où il jouait, il y avait des champs de poireaux, et il piquait des pousses de poireaux pour les mettre sur son casque. Parce que non seulement ça pue, il faut dire ce que je veux dire, ça pue un peu, mais en plus, il était un peu fou, c'est pour le symbole, parce qu'ils n'avaient pas de symbole. Et il s'est avéré que ça portait chance. À chaque fois que le capitaine portait un poireau sur sa tête, il gagnait les Anglais. Du coup, son équipe a fait pareil, et vu que la majorité du temps, il gagnait l'Angleterre, eh bien, ils ont gardé ce symbole du 15 du poireau, du poireau, donc c'est devenu le 15 du poireau, parce que la majorité du temps, ils arrivaient à battre les Anglais. Et justement, on va parler maintenant du symbole écossais, des symboles irlandais et des symboles anglais. Alors, le symbole de la France, vous voyez, c'est le coq, donc je sais que c'est le symbole de fierté.
Et je sais plus, je sais que ça a un lien avec aussi avec Marianne, mais je sais plus exactement. Donc si vous le savez, dites-le en commentaire, il n'y a pas de problème. Ça sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. Donc le symbole écossais est aussi très intéressant, c'est même mon histoire préférée par rapport au symbole, puisque les Vikings voulaient envahir l'Écosse, donc ils voulaient conquérir l'Écosse. Donc ça c'est à l'époque des années entre 1200 et 1400, ils ne m'ont pas précisé la date exacte. Eh bien, ils voulaient attaquer de nuit les châteaux écossais, mais les Écossais avaient des champs de chardon. Donc les Écossais ont essayé d'envahir, les Vikings pardon, ont essayé d'envahir pieds nus et de nuit l'Écosse. Le problème, c'est que les Écossais étaient dans leur château et autour des châteaux, il y avait des champs, des champs de chardon. Et les chardons est une plante extrêmement piquante et irritante. Simplement, ils ont marché dessus pieds nus. Ben, marcher pieds nus sur un chardon, vous allez voir que vous allez crier. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, l'envahisseur qui crie, forcément, ça alerte les Écossais qui sont sortis de leur château et qui ont fait fuir les Vikings. Du coup, c'est un symbole de la défense et de la résistance, pardon, écossaise. J'ai presque plus de salive, excusez-moi. Donc, c'est le symbole donc, de la résistance écossaise, donc c'est resté comme un symbole. Donc, le chardon écossais. Donc, il y a aussi le symbole irlandais qui est un peu plus religieux, par contre. Donc, vous savez, c'est le symbole de la chance. Donc, le trèfle, notamment à 4 feuilles, c'est le symbole irlandais. Et pourquoi ils ont choisi le trèfle à 3 feuilles plutôt qu'à 4? Tout simplement parce que chaque feuille symbolise un symbole de la religion chrétienne, avec la fameuse phrase au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ben justement, chaque feuille représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est un symbole très religieux, le symbole du trèfle irlandais. Quant du côté anglais, ce symbole est beaucoup plus guerrier, puisque c'est au moment de la guerre civile, il y avait deux camps, le camp de la rose rouge et le camp de la rose blanche. Et bien, à la fin de la guerre civile, c'est la rose rouge qui a gagné. Et donc vous regarderez le symbole anglais, il y a une majorité de couleurs de rouge sur la rose, il y a légèrement un peu de blanc. Du coup, c'est simplement que quand les Anglais ont gagné la guerre, ils ont choisi de garder leur symbole forcément de rose rouge, mais pour pouvoir s'allier et pouvoir faire la paix dans leur pays, c'est quand même une guerre civile, donc c'est-à-dire une guerre dans leur propre pays, ils ont fait la paix avec l'ennemi d'en face, les ennemis de la rose blanche. Du coup, le symbole de la rose a été gardé et la couleur principale est la rouge parce que la rose rouge parce que simplement les gagnants sont les partisans de la rose rouge. Alors j'ai aussi, alors je vais terminer parce que j'ai peut-être un peu de temps. Aussi pour terminer que les Pumas, pourquoi ils appellent ça les Pumas? Parce que les Pumas, vous savez, normalement c'est tout noir, mais le symbole pourtant c'est le symbole de Jaguar pour l'équipe argentine. Vous regardez le symbole, c'est un jaguar, donc jaune et noir. Mais parce que simplement un journaliste s'était trompé et avait dit, après qu'ils aient fait un exploit de battre l'Afrique du Sud, ils avaient dit que les joueurs les argentins et les Pumas, parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer le mot jaguar en espagnol, et donc, au lieu de marquer Jaguar, parce qu'ils n'arrivaient pas à le dire, ils ont dit Pumas, parce que c'est plus facile à dire. Et du coup, le journaliste qui a fait ça, eh bien, a été copié par d'autres journalistes, etc., etc. Et du coup, depuis plus de 40 ans, ce symbole de la victoire, notamment des Pumas face à la première victoire incroyable des Pumas face aux Sud-Africains, est resté. Et on appelle, malgré qu'officiellement le nom, ben, c'est les Jaguars, c'est pas les Pumas, grâce à un journaliste, le symbole est devenu les Pumas. Voilà, donc je vais faire vite, j'ai pas envie de faire 13 minutes de big info. Je termine en vous disant que mois de novembre, ça sera spécial horreur. Voilà, ça sera spécial horreur. Donc on parlera de tout, de fantômes, d'esprits, de zombies, de sorcières, des choses comme ça. Ça sera donc le mois prochain, parce que ça sera quelques jours après Halloween. Je savais maintenant que chaque première semaine du mois, le mardi, ça sera les jeux du mois avec Cartoon, donc les jeux gratuits offerts par le PlayStation Plus. Donc il les testera et vous les montrera en vidéo. Moi, ben, ce sera un thème par mois que je vous parle. Donc il y a déjà eu les séries, il y a eu les films, il y a eu les jeux vidéo. Et maintenant on parle donc du rugby. Bientôt il y aura Star Wars, il y aura les jeux d'horreur, il y aura du foot, il y aura plein de thèmes. Et puis après il y aura Cyber Mika le lendemain, donc le jeudi, donc c'est 3 jours de suite d'autres choses que des jeux vidéo, puisque le troisième jour de suite, ça sera tout ce qui est délire, tout ce qui est blague, tous les moments où on était mort de rire, tout le moment bêtisier et tous les moments what the fuck. Vous avez adoré ça. J'ai vu que vous avez marqué plus de 6 j'aime, plus d'une quinzaine de vues pour une première, c'est pas mal. Donc, et puis, donc, on a atteint presque la vingtaine d'ailleurs, donc c'est très bien. Soyez de plus en plus nombreux à vous abonner, à aimer, à liker, à partager. Donc, on vous
dis des grands merci au nom de mes amis Carto Gaming et Black Mika et au nom de moi-même, Mister GX. Mais je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.